Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre traditionnel point économique et boursier pour faire un tour des actualités économiques les plus importantes de la semaine, regarder les tendances qui se dessinent sur les marchés et parler de tout, un peu de tout comme on fait d'habitude tous les dimanches à 9 h. Avant de commencer cette vidéo, comme d'hab, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash. N'oubliez pas un like s'il vous plaît, pour moi c'est super important. Je vous embête avec ça toutes les semaines. Je suis désolé, pour moi c'est très important, pour vous ça coûte rien. Pour moi c'est vraiment une aide dans le développement de cette chaîne gratuite. Je vous rappelle que hier, je publiais une vidéo avec les opportunités boursières. J'ai fait un tour rapide de pas mal des entreprises qui ont beaucoup baissé. Je donnais mon avis par rapport aux entreprises les plus hype, par rapport aux entreprises qui font le plus de bruit sur les marchés. Donc n'oubliez pas de la regarder, il sera attaché à cette vidéo. Et je vous rappelle également qu'il existe la chaîne Telegram et minddecash.fr où j'ai mon blog. Je publie quasiment tous les jours des informations intéressantes. Tout est gratuit comme toujours chez Mind de Cash. Allez, c'est parti. Donc au milieu de cette vidéo, nous allons parler des actualités macro, des trimestriels majeurs, des grosses publications que je n'ai pas couvertes dans ma vidéo d'hier. Je vais vous donner aussi mon sentiment du marché parce qu'encore une fois, c'était une baisse. Encore une baisse, mes amis. Il faut se demander, est-ce que c'est le moment d'acheter, est-ce que c'est pas le moment d'acheter, si on achète quoi? Donc c'est plus ou moins les questions qu'on se pose tous les jours, n'est-ce pas? Actuellement, la situation est telle que cette question devient de plus en plus pertinente. Voilà, je vais commencer par la publication de PIB de premier trimestre aux États-Unis. Donc on est bel et bien en baisse. Donc la prochaine publication de PIB négatif, ça signifie quoi? C'est la récession. Parce que la définition de la récession, c'est justement 2 trimestres consécutifs de la baisse du PIB. Alors, quelles conclusions pouvons-nous faire? La première conclusion, que finalement, notre inversion de taux, elle a marché cette fois, si ça arrive. Je pense que ça va arriver. Je vais partir du principe que le prochain trimestre va être plutôt négatif aussi pour le PIB des États-Unis et pour le PIB mondial. Tout le monde développé, bien évidemment, vu le contexte, vu les circonstances macroéconomiques dans lesquelles nous sommes. Donc, si ça va être le cas, dans ce cas-là, c'est vrai que l'inversion de la courbe de taux dont on a analysé il y a encore quelques semaines, elle était juste et en plus, elle s'est produite très rapidement parce que généralement, quand il y a une inversion de courbe de taux, le paramètre majeur, la question à laquelle il faut répondre, c'est dans combien de temps cet indicateur, ce premier indicateur avancé de la récession à venir, à quel moment, dans combien de temps cette récession aura effectivement lieu. Et là, on voit que ça arrive très rapidement. Et là, je débouche sur un sujet, probablement le sujet majeur de cette vidéo, c'est les cycles. En fait, j'aimerais bien vous parler des cycles économiques. Bon, pour ceux qui sont tout novices sur les marchés et dans l'économie, les cycles, en gros, c'est très simple. C'est que l'économie, elle évolue d'une façon cyclique. Donc, ça veut dire qu'il y a des récessions après les périodes de reprise, la période quand on touche vraiment le top de développement économique. Après, on commence à ralentir et on retombe à nouveau en récession. Donc, en gros, cette théorie, en fait, elle est intéressante à regarder, mais ça ne donne pas énormément de valeur dans l'analyse de marché parce que personne ne sait où est-ce qu'on est déjà dans le cycle, parce que ça c'est un débat éternel économique, où est-ce qu'on se trouve sur ces cycles et finalement quand est-ce que l'inversion du cycle va avoir lieu. En fait, ce qu'on peut constater dans le monde économique moderne, dans le monde économique post-Covid et je dirais même plus généralement dans le monde économique post-crise des subprimes, quand nous avons commencé à pratiquer les injections monétaires, c'est que les cycles économiques se déroulent beaucoup plus rapidement qu'avant. Avant, c'était les cycles de 10 ans, plus ou moins en 10 ans. Bon, tout ça, c'est très approximatif. Maintenant, on peut vivre tout le cycle économique en quelques mois. On peut voir ça par exemple pendant le Covid, parce que vous savez, la reprise post-Covid, elle a commencé quasiment en mai 2020. Vous imaginez, donc la crise de Covid s'est produite, enfin, le pire moment de la crise de Covid c'était en mars, et déjà en mai 2020, on est repassé en croissance, et donc du coup on a entamé un nouveau cycle. Ce cycle s'est réalisé seulement, vous voyez, en 2 ans, ce qui est vraiment pas beaucoup, et maintenant nous sommes dans la phase finale, dans la latest cycle du cycle économique. Et quelque part c'est en ligne avec le fait que l'inversion de la courbe de taux et le moment quand les récessions arrivent, cette période devient de plus en plus réduite parce que tout se passe maintenant très rapidement. Donc du coup, on se retrouve rapidement en récession, on passe rapidement la crise et on repart très rapidement en croissance. Donc voilà, c'est une des
possible hypothèse que nous pouvons faire suite à cette publication de PIB américain négatif, que maintenant nous vivons la récession, mais cette récession va être passée très vite, on va très vite repasser probablement en croissance. Pourquoi je pense ça? Parce que le monde il est toujours dans le mode réouverture post-Covid, il y a toujours beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'accès aux liquidités relativement facile et ça permet vraiment de l'économie à tourner de manière très rapide et très active. Maintenant, l'économie est artificiellement ralentie par des problèmes de pénurie notamment, et donc dès que ces problèmes seront réglés, et ils seront réglés à un moment donné, ils ne vont pas éternellement rester sur place, donc l'économie elle est prête à repartir. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais j'ai ce sentiment que maintenant toute l'économie elle est tout simplement en attente que nous revenons dans le 2019 pour repartir vraiment comme une fusée vers la croissance. Quand est-ce que ce départ aura lieu? Je ne peux pas le savoir parce que ça dépend évidemment de pas mal de critères, parce que les pénuries déjà, il n'y a pas grand monde qui les a anticipées, et maintenant anticiper quand est-ce qu'on va sortir de ces problèmes de pénurie, ça dépend de la Chine qui applique aujourd'hui les règles drastiques par rapport au problème de Covid-19. Ces règles qui semblent même absurdes pour certains d'entre nous qui sont des Occidentaux. Peut-être les Chinois, ils ont leurs propres raisons pour agir comme ça, mais dans tous les cas, ça met un frein sur la croissance économique mondiale, et c'est un frein artificiel. Évidemment, il y a un autre phénomène qui n'est pas le moindre, c'est la guerre en Ukraine. Bon, vous le savez parfaitement que déjà, non seulement la Russie, c'est un énorme producteur de l'énergie, donc là, je ne veux pas répéter toutes les vidéos que j'ai déjà fait. Donc évidemment, on voit tous les prix à la pompe. Là, je viens faire mon plan, c'était hallucinant. Et les prix du gaz, tout ça va rester le temps que le conflit avec la Russie perdure, et il va perdurer parce qu'aujourd'hui, rien n'indique que ce conflit peut se résoudre. Parce qu'il y a des indications que peut-être la guerre en Ukraine pourrait avoir sa fin dans quelques mois probablement, parce que les Américains ils ont ouvert les approvisionnements en armes lourdes maintenant en Ukraine pour faire face à l'invasion de Vladimir Poutine. Et maintenant ça va vite changer la donne parce que l'armée russe elle est en grave difficulté. Je vous ai parlé par exemple de la bataille finale du Donbass, mais cette bataille ils ont essayé de la démarrer, mais finalement ils n'ont même pas trouvé des forces suffisantes pour réaliser cette bataille pour la date très importante qui arrive déjà très bientôt, le 9 mai, et je ne sais pas comment ils vont faire avaler cette pilule pendant les célébrations de 9 mai en Russie, parce que la propagande devrait présenter quelque chose. Peut-être il y aura des événements tragiques, j'ai peur qu'il y aura des événements tragiques dans les jours à venir, parce que de point de vue de la propagande, je pense que ça va être extrêmement compliqué à Vladimir Poutine de présenter les résultats en Ukraine. Voilà, donc tous ces aspects-là, évidemment, ils mettent en frein sur la croissance. La guerre en Ukraine, on ne peut pas anticiper combien de temps ça va prendre, donc du coup je pense que les prix de l'énergie vont rester chers encore un petit moment. Tout de suite le petit commentaire que investir probablement dans les pétrolières, dans les producteurs de gaz, en gros les énergies traditionnelles lesquelles on voulait abandonner il y a encore quelques ans au profit des énergies alternatives, peut-être il ne faut pas se précipiter à le faire parce que évidemment ils vont en tirer profit des prix de pétrole et des prix du gaz élevés. Après il faut être sélectif bien évidemment parce que certaines de ces entreprises, même quasiment toutes, avaient des projets avec la Russie. Maintenant ils subissent des pertes significatives par rapport au retrait du pays suite aux sanctions, suite aux différents événements. Bon, je pense que je ne veux pas me répéter parce que tout le monde est au courant de tous ces problèmes, on en parle partout dans chaque télévision, sur chaque actualité, vous le savez, donc j'espère que vous êtes au courant en gros de ce qui se passe. Mais l'Ukraine évidemment c'est aussi un énorme producteur des produits agroalimentaires, notamment des céréales. Forcément ça va créer des pénuries aussi alimentaires. Bon, j'ai du mal, je ne veux pas faire des médias un peu alarmistes en disant qu'il y aura la famine en Europe. Non, c'est pas mon point de vue, mais c'est vrai que ça va accentuer les problèmes qui existent déjà, ça va aggraver les problèmes d'approvisionnement parce qu'il y a toute une région maintenant qui sort de l'économie mondiale et il faudra digérer de telle ou telle manière tous ces événements. Et maintenant je reviens à la bourse. Là on a vécu, c'est vrai qu'il y a une chute, encore une fois une semaine de baisse, mais quand je regarde l'ampleur de cette baisse par rapport aux problèmes auxquels nous sommes en train de faire face, pour moi c'est vrai que je pense c'est plutôt résilient parce que le marché réagit de manière tout à fait raisonnable par rapport à la montagne de problèmes
auquel le monde est en train de faire face. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, parce que moi je trouve que la chute des marchés ou la baisse des marchés, appelez-la comme vous voulez, elle est tout à fait tranquille, elle est quasiment tranquille biche comme je le dis, par rapport aux problèmes que nous avons. Pour moi, une des raisons de cette tranquillité du marché, cette résilience des marchés d'actions, c'est justement parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Sur les marchés d'actions, il y en a toujours un énorme d'entreprises qui sont très belles, qui sont très performantes, qui sont très rentables, et nous préférons de rester dans ces actifs plutôt que aller par exemple vers les obligations où on sait en avance que les taux vont être remontés. Donc ça, c'est mon point de vue, que probablement c'est le marché d'actions qui va devenir notre fameux safe haven cette fois-là, parce que effectivement, investir dans Apple, investir dans Google, dans les sociétés comme ça, qui sont très rentables, qui offrent une visibilité très longue, pour moi, c'est plus sécurisant qu'investir sur une obligation allemande qui rapporte zéro et qui, en cas d'augmentation de taux par la BCE, ce qui est quasiment certain, à un moment donné, ils seront bel et bien obligés de le faire, ils vont certainement perdre de l'argent sur le corps de leur obligation. Donc pour moi, c'est vraiment assez clair que, à part les petits marchés, les marchés de niche, je mets un petit peu à part le marché de l'immobilier. Mais à part ça, les marchés liquides, je veux dire, il y a la bourse qui est probablement le meilleur endroit pour être pendant cette crise. Dites-moi dans les commentaires comment vous placez la bourse dans l'échelle générale des risques. Je pense que cette échelle est en train de subir certaines mutations en faveur des actions, du coup en faveur de nos projets, mes amis, parce que c'est vrai que notre projet Mind du Cash, c'est avant tout et premièrement la bourse. Et maintenant les entreprises. Nous vivons bien évidemment la période trimestrielle, donc toutes les entreprises publient leurs résultats. J'ai déjà fait évidemment la vidéo d'hier où j'ai fait un tour des grandes entreprises qui ont fait beaucoup de bruit, notamment Netflix. Il y a des entreprises qui ont déçu, mais il y a aussi des entreprises qui ont publié des résultats très solides, plus que solides. Et même les entreprises qui ont déçu, évidemment, je pense à Amazon automatiquement. Amazon, d'ailleurs, j'avais publié un article sur le site Mind du Cash qui est très détaillé par rapport à la publication d'Amazon. C'est une des exemples que les publications, même qui ont déçu les marchés, qui ont, on va dire, provoqué une chute de l'action, ce n'est pas nécessairement une catastrophe, parce que ce qui a publié Amazon, c'est pire que prévu, c'est sûr, sauf d'ailleurs les services AVS, mais dans un contexte absolument extrêmement dramatique. Donc c'est la guerre en Ukraine, c'est la fin de le phénomène des chèques qui ont été distribués aux États-Unis. Donc ils vivent quand même une période très difficile économiquement parlant, mais ils publient quand même des résultats très solides. Bon, ok, je ne suis pas surpris qu'ils ont déçu par rapport à ce que les analystes s'attendaient, parce que les analystes sont un peu gâtés avec les GAFAM, parce que grosso modo, à chaque fois, ils rassurent, à chaque fois, ils font mieux que prévu. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, il est très difficile de se projeter, et ça ne m'étonne pas du tout que les analystes se sont trompés par rapport aux attentes vis-à-vis des résultats d'Amazon. Donc, et en plus, leur prédiction n'était pas si catastrophique que ça. Pourquoi on parle tellement de l'Amazon? Parce qu'Amazon, c'est quelque part un indicateur. C'est vrai que c'est un énorme commerce en ligne, et on peut, on va dire, analyser les tendances de ce qui se passe actuellement dans la consommation mondiale. Et donc, ce qu'on voit, c'est pire. C'est normal que c'est pire en quelque sorte, parce que c'est vrai que la macro n'est pas bonne aujourd'hui. Ça, on en parle dans toutes les vidéos, partout on le dit. Et donc, ça se reflète évidemment dans les chiffres de l'Amazon. Mais pour moi, il n'y a rien de catastrophique et ces entreprises restent intéressantes. Par contre, la grosse alerte, encore une fois, j'ai l'impression que je le répète dans chacune de mes vidéos, c'est que les actions qui ont été valorisées n'importe comment pendant 2019 et 2020, genre les DocuSign, Teladoc, Zoom d'ailleurs aussi, c'est une belle entreprise mais valorisée trop cher. Il faut faire beaucoup attention à ce genre d'entreprises, parce que souvent elles vendent du rêve, souvent c'est que des startups, souvent elles ont tout approuvé et elles sont valorisées comme si c'était des monopoles. Faire attention à cela. Je pense qu'à un moment donné on va commencer à les acheter, mais pour l'instant moi je prends mes distances par rapport à ces actions là. J'ai quasiment aucune de ces actions, sauf peut-être Roblox. Vous savez, Roblox, non, Roblox je ne l'ai pas, j'ai Unity. Roblox je l'ai vendu avant qu'elle a commencé à chuter, parce que j'ai vu que ça allait pas très bien techniquement, mais c'est Unity Software, parce que les deux actions font partie de ma liste Metaverse.
Pour l'instant, je l'ai gardé, mais je ne l'ai pas vendu avec le Roblox, malheureusement. Mais ce sont des très petites positions que je l'ai gardé parce que pour moi, Metaverse, c'est un sujet à part. Je veux être présent, je veux investir, mais ça, c'est mon choix personnel. Moi, je suis absolument confortable et en plus, je gère très bien l'exposition sur ces valeurs. Parce que je me rends compte que les entreprises qui ne génèrent pas du cash flow, qui ne sont pas encore rentables, peuvent vraiment prendre une sacrée vraiment raclée sur le marché. Quand il y a des événements comme ça, comme nous vivons aujourd'hui, quand il y a les taux qui montent, quand il y a l'inflation, quand tout va mal, en fait, en grosso modo, tout le monde va se débarrasser des valeurs qui ne rapportent pas. Mais par contre, des valeurs comme Apple, comme Amazon, comme Google, comme Meta, par contre, il n'a pas dessus, donc elle a publié beaucoup mieux que les analystes s'attendaient. Et on s'est fait déjà des images, on s'est fait peur énormément par rapport à Meta. Donc tout le monde disait que voilà, c'est une transformation, ils sont en train de perdre des abonnés, que Facebook, ça n'a plus d'avantage concurrentiel. Et dans les chiffres, on voit que tout ça, c'est du pipeau. En fait, ça continue à fonctionner, ça continue à reporter malgré les investissements colossaux qu'ils font dans le Metaverse. Et Metaverse, c'est tout un monde qui s'ouvre. On appelle ça un nouveau Internet parfois, mais bon, là, ce sont des personnes convaincues un peu comme moi. Je ne veux pas non plus influencer les autres avec mes points de vue, mais moi, je crois profondément dans le monde de Metaverse. Ce ne sera pas demain, ça ne sera pas dans 2 ans, mais dans 10 ans, je vois ça, ce phénomène généralisé, je vois ce phénomène devenir effectivement notre nouveau environnement dans lequel nous allons acheter, nous allons vivre, nous allons s'amuser, voilà. Donc beaucoup de choses vont se passer au sein de ces metaverses. Et Facebook, ils sont clairvoyants, ils voient ça, ils investissent déjà, ils sont un des premiers, c'est le plus gros réseau social, donc ils ont tous les atouts et c'est pour ça que je garde cette action et j'ai renforcé évidemment quand elle était très bas, en dessous de $100. Et malheureusement je ne l'ai pas fait juste avant les résultats, j'ai fait juste après, mais dans tous les cas, les cours que le marché nous offre actuellement, moi je trouve super intéressant pour Meta. Et techniquement, en fait l'analyse technique à partir d'un moment, je ne le regarde plus tellement quand il y a une action de telle qualité qui est cotée à des cours absolument ridicules. Même si je rate un petit peu le mouvement technique, pour moi ce n'est pas un gros problème. C'est peut-être mon point de vue personnel, vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi je préfère de me positionner. Peut-être je vais faire une petite perte latérale, mais j'ai envie d'avoir cette valeur à ce prix-là dans mon portefeuille, même si ça ne sera peut-être pas le point d'entrée optimal, absolument idéal. En fait, le problème, c'est qu'avec l'expérience d'investissement que j'ai déjà, j'ai été souvent dans les cas où j'ai attendu trop, j'ai analysé trop l'analyse technique, je voulais trop optimiser mon point d'entrée et finalement l'action avec une nouvelle qui est tombée spontanément, elle partait genre plus 20, plus 40% sans moi et donc du coup c'était trop tard et que après tu commences à relâcher les cheveux en disant que quel con je suis de ne pas le faire. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois et c'est malheureusement pour moi c'est plus longtemps, je ne sais pas si c'est le côté de mon propre caractère, mais pour moi, je préfère d'être certaines pertes latentes que je peux accepter, mais ne pas rater une occasion et vraiment avoir le portefeuille avec lequel je peux me projeter dans l'avenir. Donc pour moi clairement, Meta, c'est quelque chose dans quoi j'investis actuellement massivement au cours actuel. Mais je vous répète encore une fois, je suis désolé, je suis obligé en disclaimer que je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est uniquement mon point de vue. En revanche, il y a un autre secteur sur lequel je suis très intéressé, je continue à investir, c'est le secteur de la défense et plus exactement les américaines. Pourquoi j'investis dans ce secteur et dans le secteur américain? Tout simplement parce que maintenant avec le Lend-Lease qui a été ouvert pour l'Ukraine et le réarmement des différents pays de l'OTAN et les nouveaux arrivés qui vont bientôt avoir lieu, c'est la Suède et la Finlande suite à l'agression de la Russie qui vont rejoindre l'OTAN. Évidemment, les États-Unis vont réarmer ses alliés au sein de l'OTAN et donc forcément c'est eux qui vont décrocher les meilleurs contrats. C'est là où je crois un tout petit peu dans la théorie de complot si vous voulez, c'est que forcément c'est pas Thales malheureusement, c'est pas Dassault malheureusement, mais c'est surtout et avant tout les entreprises américaines qui vont en bénéficier. Donc j'en ai parlé déjà dans les précédentes vidéos, vous pouvez les regarder. Donc c'est Lockheed Martin, après il y a General Dynamics, il y a Raytheon Technologies. Donc il y a pas mal d'entreprises qui sont présentes sur la bourse américaine et qui permettent de s'exposer sur le secteur de la défense. Certains m'ont parlé de mon côté éthique quand on investit dans le secteur de la défense. J'ai partagé, vous savez, ça c'est un point sur lequel j'ai changé d'avis. Je ne regrette pas, donc je reconnais que parfois je suis obligé de changer d'avis. Que avant pour moi c'était miette.
parce que ce n'était pas un investissement éthique. Et pour moi, l'éthique, c'est important. Maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'aujourd'hui, je vois que, évidemment, investir dans la défense, c'est un peu comme tout finalement. Comment ces armes vont être exploitées par la suite? Est-ce qu'ils vont être exploités? Ils ne peuvent pas être exploités pour la bonne cause, malheureusement, mais parfois on est obligé. Et parfois, je trouve qu'investir dans la défense, c'est tout à fait patriotique et tout à fait éthique de mon point de vue. Après, évidemment, si ce n'est pas votre point de vue, chacun doit respecter ses propres, on va dire, normes de l'éthique. Pour moi, c'est tout à fait en ligne désormais. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, j'ai changé d'avis. Et ces investissements font tout à fait partie des investissements éthiques, selon moi. Après, évidemment, chacun a sa personnalité, chacun a son avis, y compris l'avis politique. Pour vous, ça peut ne pas être le cas. Dans ce cas-là, malheureusement, ou heureusement, ce secteur ne sera pas pour vous. Voilà, et le dernier secteur que moi je trouve vraiment va tirer les profits quoi qu'il en arrive, c'est le secteur des semi-conducteurs. On en parle très souvent sur Telegram, que je vous invite à rejoindre, que par exemple l'action AMD, elle a beaucoup chuté. Donc, et justement, ça je reviens sur mon point de tout à l'heure, où je hésite souvent d'acheter de point de vue technique. Par exemple, quand AMD elle a passé le niveau de 100, c'était un gros support, donc il l'a cassé. Et donc à ce moment-là, je me disais que sous ce support, en fait, franchement, ça devient super intéressant. Mais j'étais déjà prêt d'acheter un sous les $100. Mais techniquement, je me suis retenu, je regardais qu'il y a vraiment la formation de la correction technique n'a pas été encore accomplie. Donc du coup, j'ai attendu et maintenant je suis content parce qu'elle est en dessous de 90. Pour moi, il y a un énorme support sur $78 sur AMD. Et clairement, maintenant, je commence à être un peu stressé autour de cette action parce que je ne l'ai pas toujours. Chaque fois, je la rate. C'est justement là les exemples, quand je vous ai dit, quand j'ai vu les actions partir sans moi, c'était notamment AMD et c'était notamment Xilinx. Xilinx, elle est partie largement sans moi parce que moi je voulais y investir quand il était en dessous de $100. Aujourd'hui il est presque à 200 mes amis, donc vous voyez comment ça peut arriver. Et moi aussi je regardais l'analyse technique, je trouvais que il n'y a pas encore de signal, la formation de correction n'était pas encore finie et maintenant je suis baisé, excusez-moi, pour ne pas avoir Xilinx, c'est superbe valeur dans le portefeuille. Voilà, et je veux pas que ça soit le cas encore une fois avec l'AMD. Et je pense que je vais quand même très bientôt franchir le cap et je veux passer en ordre sur, en tout cas, la première position pour entrer sur l'action de l'AMD. Je vous ai déjà parlé pas mal sur les différents semi-conducteurs dans ma vidéo de hier et donc je pense que vous avez déjà plus ou moins au courant de mon point de vue très positif sur ce secteur qui va alimenter la croissance future. En fait, toutes les croissances futures vont être alimentées par le secteur de semi-conducteurs parce qu'on aura besoin de processeurs de partout, notamment si le métaverse se développe et pas que, mais en fait, même si on prend sans le métaverse, si on oublie le métaverse, si ça va jamais marcher, donc les semi-conducteurs, on aura toujours besoin pour les maisons connectées, pour tous les IoT, tout ce que vous voulez. En fait, ce monde, le monde futur, c'est le monde des semi-conducteurs. Donc, il faut absolument être présent de telle ou telle manière sur ce secteur. Peut-être, si vous avez un petit portefeuille, vous pouvez tout simplement acheter directement un ETF sur le semi-conducteur. Ça va très, très bien. Il y a des très belles entreprises en France. Ça, c'est justement ce que je pense qu'on peut être fier. C'est qu'en France, nous avons des très belles exemples des semi-conducteurs. Soitec, vraiment une excellente entreprise, elle est valorisée très cher aujourd'hui, malheureusement. L'entreprise qui est valorisée moins cher, c'est STMicro. Je trouve qu'en plus, c'est les niveaux que le marché nous offre aujourd'hui ne sont pas délirants. On peut s'attendre encore à 33, à 30, mais à 30, ça va être vraiment un point d'entrée absolument incroyable. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, tout va mal comme d'habitude, on est en récession, on est en bas de cycle, on va annoncer, je pense, la récession officiellement aux États-Unis dans 3 mois. Pour moi, c'est quasiment certain. Mais dans tous les cas, les marchés pour l'instant tiennent la route. Je suis couvert, vous savez, avec des options que j'ai présentées sur Option Invest. J'ai des couvertures au cas où cette récession se réalise. Donc là, maintenant, elle me sauve un peu. Elle sauve le PNL à nouveau de mon portefeuille. Donc, mais malgré cette récession, les marchés tiennent bon plutôt et ils commencent déjà plus ou moins jouer la valeur de refuge, même s'il y a la baisse. Mais vous allez me dire, Pavel, regarde les bourses, c'est pas la valeur de refuge. Je ne m'attends pas que les marchés vont monter pendant la récession, mais je pense que la baisse que nous vivons aujourd'hui n'est pas si dramatique comme cela a été pendant des récessions précédentes. Donc les marchés maintenant, elles servent quand même, en tout cas certains secteurs au sein de marchés d'actions, elles servent une protection et je pense que les GAFAM par exemple, les sociétés rentables, les sociétés qui génèrent des cash flows solides, qui ont de la visibilité, vont être recherchées même pendant la crise si on vivra cette crise.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes amis. Passez un très bon dimanche. J'espère qu'il fait très beau chez vous, chez nous, et il fait très très beau, même s'il y a l'orage qui s'approche. J'espère que ce orage n'aura pas sur les marchés la semaine prochaine et tout va se passer super bien pour nous. Allez, bon dimanche, Mind du Cash, bye bye.